Alors ça y est, on est en direct pour le live Facebook des jeunes CDH. Tous les mercredis midi, on se réunit ici pour décoder l'actualité et voilà, proposer un peu le regard jeune CDH sur l'actualité de la semaine. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui de faire ça avec Julien Matagne. Bonjour. Salut Julien. Alors Julien, il a 34 ans, il est échevin à Gerpine. Alors Gerpine est surtout connu parce qu'il y a la famille Frère qui a son fief là, non? Effectivement, Ouais. oui, mais il est surtout connu pour les marches folkloriques peut-être que vous connaissez un peu à Bruxelles, la Sainte-Rolande notamment, donc voilà, ouais. une belle grosse festivité chez nous. Moi, je connais pas, mais tu nous inviteras. Avec grand plaisir, vous êtes tous les bienvenus d'ailleurs. C'est toujours le lundi de Pentecôte, grand jour de la festivité. Donc Julien, toi tu es aussi candidat, Ouais. premier tête de liste à la région, dans la fait. région de... Pour l'arrondissement donc Charleroi-Touin et la Botte du Hainaut. C'est un arrondissement assez étendu en fait, hein. Ça représente presque 480 000 habitants. Excellent. Donc voilà, c'est un beau challenge. Ouais, tout bon. Donc voilà, on va décoder l'actualité. N'hésitez pas à commenter et à donner vos idées de vos questions et autres. On réagira en direct pour y répondre. Alors peut-être premier sujet de la journée qui est dans tous les journaux, c'est la question de ce fameux meurtre de Julie Van Espen et un peu l'incompréhension par rapport au fait que tous les signaux étaient là pour voir que ça pouvait mal tourner et ça a mal tourné. Et donc concrètement, le meurtrier a d'abord été, le meurtrier présumé, enfin pas présumé puisqu'il était jugé, il est venu, non, enfin pour le Julie Van Espen c'est toujours présumé puisqu'il n'a pas encore été en procès. Mais donc il a d'abord fait un meurtre, il a été en prison, puis il est sorti. Et puis si je ne me trompe pas, il a été en liberté pendant 4 ans parce qu'il faisait appel de la décision du viol qu'il a fait sur une jeune fille. Et pendant cette période-là, il est repassé à l'acte en tuant cette jeune fille. Donc là, on est quand même dans quelque chose de très compliqué. C'est vrai que on en parle un peu en Wallonie de cet épisode. Ouais, tout à fait. Je pense que ça dépasse les frontières. C'est tragique comme événement. Je pense que d'abord, on peut témoigner notre soutien à la famille, évidemment. C'est un événement qu'on ne souhaite à personne. Aussi dire que l'idée d'en parler aujourd'hui, c'est pas pour une récupération politique quelconque, que du contraire, c'est peut-être pour se poser la question de savoir si, au fil des années, on apprend de nos erreurs, parce qu'on est déjà tombé face à des cas similaires dans d'autres grosses affaires de grands noms. Et donc aujourd'hui, on voit que le constat n'a pas changé. On a certaines défaillances dans la justice et qu'il conviendrait de corriger. En fait, ce qui m'étonne, ce qui est le plus étonnant, je pense, dans cette histoire, c'est le temps que ça a pris entre le moment où la personne, où le meurtrier a fait appel et le moment où il pourrait être, où cet appel peut aboutir. Et donc pendant quelques années, il est entre deux eaux comme ça, où c'est pas très clair dans quelle situation il se trouve. Et donc je pense que ça c'est le plus gros souci. Et donc ça se règle principalement par un refinancement de la justice. Donc je pense qu'il faut quand même être très clair là-dessus. Et c'est ce que Maxime Prévost a porté depuis quelques semaines. Il a mis 2 exclusives en fait au niveau des gouvernements. On rentre dans aucun gouvernement fédéral qui ne refinance pas la justice à hauteur de 500 millions d'euros sous le courant de la législature. Et 2, on rentre dans aucun gouvernement wallon ou bruxellois qui ne met pas en piste l'assurance autonomie. Donc ça c'est quand même 2 sujets de fond qui sont intéressants, je pense. Là où certains font des exclusives en disant pas avec l'un, pas avec l'autre, nous c'est pas ça. Nous on met des exclusives sur le fond. C'est-à-dire qu'on veut faire avancer la justice et le bien-être de nos seniors. Mais je pense que oui, le financement est super important, mais il faudra peut-être revoir aussi les choses sur le fond. Parce qu'aujourd'hui, on savait que cet individu était dangereux. Des membres de sa famille, proches, en avaient informé la justice. Et malgré tout, il a quand même pu réitérer certains actes scandaleux. Donc aujourd'hui, la justice se retranche derrière une loi. Il avait accepté de se soumettre à sa peine, donc il était considéré comme non dangereux, entre guillemets, par la justice officiellement. Donc il y a peut-être là des lois derrière à revoir pour que ça n'arrive plus et qu'on puisse le condamner, le maintenir enfermé, en sachant que cet individu est réputé dangereux. Ouais.
Après, je trouve que c'est des sujets super complexes et on peut pas, sur base d'un ou deux cas, évidemment, non plus complètement changer la, la loi. Enfin, cette façon de faire, moi je suis pas magistrat évidemment, mais cette loi elle a un sens aussi, je pense. Oui, tout à fait. Et donc il faut aller, avant de réagir de manière trop émotionnelle, il faut d'abord bien essayer de bien comprendre derrière ce qui a poussé le législateur à décider ça. Et puis alors, il y a la question des prisons évidemment. Moi je pense que ça, les jeunes CH, on a beaucoup bossé sur cette question. Les prisons posent un vrai souci en Belgique, mais je pense dans plein d'autres pays. C'est-à-dire que c'est plus devenu un lieu comme c'était à la base. La prison elle était faite pour quoi? Évidemment pour protéger la société, mais aussi et surtout pour faire en sorte que la personne qui entre en prison en ressorte meilleure et en s'étant repenti aujourd'hui. Je vois pas du tout la prison, j'ai pas du tout l'impression que la prison fonctionne de cette manière-là. J'ai plutôt l'impression que c'est un lieu où les criminels se criminalisent encore plus, avec une consommation excessive de drogue aussi, les chiffres là-dessus sont alarmants sur la consommation de drogue en prison. Et donc ça, je pense que c'est un gros chantier aussi. Ouais, l'aspect réinsertion, effectivement, je pense qu'il faut vraiment bosser là-dessus. Comme on en discutait tout à l'heure, quand on voit que les gardiens de prison entrent en grève par manque de personnel, parce qu'ils n'arrivent pas à assumer leur mission complètement, là aussi, il y a certainement des investissements à faire. Et ça doit être en lien avec le système juridique global. Ce serait intéressant de voir si dans les 500 millions proposés, on est si toutes les mesures des prisons sont comprises dedans, mais ça c'est encore en dehors. C'est intéressant de regarder ça. Et alors un gros problème en prison aussi, c'est la question psychiatrique, c'est-à-dire que souvent, par manque de place ou par manque de diagnostic, on envoie certains criminels qui relèvent en fait de problématiques psychiatriques qui devraient être traitées par des médecins, on les envoie en prison. Et ça, je pense que c'est un gros souci aussi. Voilà pour le commentaire sur cette bien sordide actualité. L'autre actualité du jour qui n'a rien à voir avec ça, mais c'est bien d'un peu varier les sujets, c'est le covoiturage. C'est aujourd'hui, je pense, dans les prochains jours où va être lancée la toute première bande de covoiturage en Belgique sur le 411 direction Bruxelles. Donc c'est quand même quelque chose d'assez génial. Et donc concrètement, c'est le CDH qui a porté cette proposition et donc qui permettra à toutes les voitures qui sont occupées par plus de 3 personnes d'emprunter la bande d'arrêt d'urgence. À 50 km/h maximum, donc ça veut dire qu'on l'utilise que quand il y a évidemment des bouchons, et ça permet de fluidifier le trafic très fortement. Ouais, donc ça entre dans le projet RECO du ministre Di Antonio, donc le réseau express de covoiturage. Donc voilà, l'idée est de soulager nos autoroutes aux heures de pointe que l'on sait saturées. Et donc, comme tu l'as dit, 3 personnes par voiture minimum, avec une vitesse maximale de 50 km/h. Gros problème, nous sommes en Belgique avec des frontières un petit peu particulières et pas seulement linguistiques. Et donc en Flandre, ils ne sont pas d'accord de fonctionner avec nous pour différentes raisons. Donc cette bande s'arrêtera à la limite quand on entre en Flandre à partir de Bruxelles. Donc ça c'est vraiment dommage parce que ça aurait pu montrer qu'il y avait des collaborations entre les régions, mais manifestement c'est pas le cas. Donc voilà. Et je trouve ça chouette parce que c'est vrai que au départ, quand on parlait de covoiturage il y a quelques années, parce que ce projet est né il y a quelques années, tout le monde nous riait un peu au nez en disant bon, mais c'est très mignon, mais c'est pas ça qui va régler le problème. Et là aujourd'hui, maintenant que ça devient concret, quand je me rends compte que demain on va pouvoir effectivement prendre cette bande à 50 km/h dès qu'il y a des bouchons pour autant qu'on soit plus de 3 dans la voiture, je me dis c'est pas mal. En fait, franchement, ça devient très concret et je pense que ça va être une vraie solution à des problèmes de mobilité, puisqu'aujourd'hui, on a pu démontrer qu'en fait, avec extrêmement peu de personnes qui changent leur comportement, on règle une grande partie des bouchons, ça règle les 80-20. Ouais, en tout cas aux heures de pointe. Voilà, oui, tout à fait. Pour le reste, c'est plus complexe. Alors ça te pose aussi toute la question des contrôles, et c'est vrai que ça c'est un peu l'argument de la Flandre, le grand argument de la Flandre, de dire comme c'est difficile à contrôler, parce qu'il va falloir, je pense pas qu'on ait encore des radars qui sachent vraiment calibrer combien de gens il y a dans les voitures, il va falloir faire ça encore à l'œil nu, et donc la question c'est est-ce que ce sera bien respecté et autres, mais
au moins on avance, on fait une période test, et puis j'imagine que la technologie aussi va suivre pour bien contrôler Ce ça. qui serait intéressant, c'est si le projet, enfin si on voit que ça fonctionne vraiment bien, c'est à l'avenir de concevoir nos routes différemment, Ouais. avec directement l'intégration de cette bande de covoiturage qui pourrait servir à d'autres usagers. Je pense notamment aux deux roues motorisées. Voilà, ce sont des acteurs de la route qui soulagent entre guillemets le réseau routier parce qu'un deux roues motorisé ça prend beaucoup moins de place. Et on n'en parle pas assez, je trouve, au niveau fiscalité, au niveau incitant. Mais donc voilà, si demain on organise les autoroutes d'une manière plus efficace pour le covoiturage, on pourrait intégrer les deux roues motorisées dans ce réseau et ça permettrait, je pense, de sécuriser ces deux roues d'une part et d'autre part de fluidifier le trafic encore davantage. Excellent. Ça c'est pour les covoiturages. Je vois qu'il y a des commentaires. Je vais me faire regarder si. Ah non, bonne chance. C'est génial. Eric qui nous encourage. C'est cool. Eric Goffard qui est échevin à Charleroi. Ouais. Un gros soutien dans cette période. Alors, on va parler un moment de la gare du Nord parce que là, il y a quand même quelque chose à Bruxelles. Je ne sais pas si vous en parlez un peu en Wallonie. Mais chez nous, c'est quelque chose qui est vraiment terriblement interpellant. Il y a en fait la STIB et Delaine qui ont décidé de déplacer leurs arrêts, qui s'arrêtaient avant devant la gare du Nord. Ils ont décidé de les déplacer parce qu'ils estiment que le lieu est devenu trop dangereux, notamment en termes d'hygiène. Il y a toute une série de migrants qui, c'est assez proche du parc Maximilien, qui se réunissent devant la gare du Nord. Et donc, il y a aussi une salle qui a été mise à disposition. Et donc, c'est un lieu qui en effet est très peuplé par des personnes qui sont en grande détresse humaine, sociale et parfois aussi hygiénique. Mais donc ça pose toute cette question parce qu'aujourd'hui c'est quand même hallucinant de voir que des opérateurs publics de transport déplacent leurs arrêts simplement parce qu'il y a des problèmes humain là, et donc je sais pas si vous en parlez un peu, Wallonie. Oui, tout à fait, bien sûr. De manière générale, je pense qu'on peut comprendre l'inquiétude de certains chauffeurs parce qu'on estime qu'ils doivent travailler dans des conditions saines, en sécurité, et d'un autre côté, on ne peut pas du tout accepter que la région n'investisse pas pour aider ces personnes et les accueillir dans des conditions dignes et dans des conditions sanitaires respectables. Donc là, je trouve que c'est relativement un scandale. Il y a un vrai souci. Alors la seule chose, que tu dis région, j'aimerais quand même préciser que l'accueil des migrants, c'est une compétence fédérale, et donc c'est aussi là un des soucis. Alors, il ne faut pas toujours se chamailler entre niveaux de pouvoir pour arriver à ne pas trouver de solution. Mais ici, ça fait des mois, j'ai même envie de dire des années, ça fait maintenant la question migratoire, elle est sur le tapis depuis quand même 3, 4, 5 ans. 3-4 ans, et la région a déjà énormément suppléé, le fédéral a déjà créé énormément de places d'accueil, etc., puisque le fédéral ne suivait pas. Et donc on est vraiment dans une stratégie de pourrissement de la part des ministres successifs des migrations, qui en fait décident de volontairement ne pas investir là où il faut pour laisser pourrir la situation, et qu'on en arrive à des situations complètement aberrantes comme celle-ci. Donc moi je suis vraiment d'abord triste, gêné, même un peu honteux la manière dont on gère ça. Et on parle pas de problèmes impossibles à régler, on parle de maximum 200 personnes qu'il faut loger, et donner un lieu décent pour vivre, et puis surtout aider à retrouver une place dans la société, à trouver les procédures qui leur conviennent pour avancer, éventuellement à les ramener dans leur pays si la loi ici le prévoit comme ça, mais en tout cas pas de laisser une situation pourrir comme ça avec des gens qui vivent dans des conditions indignes, et qui sont directement contraires à notre constitution, donc on oublie tout le temps de le dire, mais il y a quand même on a une constitution belge qui est le fondement de notre État, et qui a dans son article 23 garantit une vie digne pour chacun, et donc la vie digne, c'est évidemment pouvoir dormir, boire et manger de manière correcte. Donc voilà,
aucun autre commentaire à faire, à part qu'on demande évidemment à nos autorités, que ce soit régionaux, mais surtout fédéraux, de prendre la responsabilité et de régler ce problème. Tout à fait. C'est inadmissible qu'on arrive à une situation pareille. Et d'arrêter de stigmatiser aussi ces personnes, parce que cette mesure qui a certainement pour but de rassurer, de protéger les chauffeurs, pourrait aussi, entre guillemets, encore renforcer l'idée que ce sont les migrants qui apportent des problèmes sur notre territoire, or que ces personnes sont en danger, sont en difficulté, et ne sont pas la source du problème, mais bien un problème, entre guillemets, une situation d'urgence qu'il faut régler au plus vite, quoi. Tout à fait. Mais bon, je suis pas là pour distribuer les bons et les mauvais points, mais je suis quand même curieux de savoir dans les sociétés de transport. J'aurais aimé voir une autre manière de s'indigner que de déplacer ces arrêts. Voilà. Ok, alors on a encore un sujet dont on voulait parler. Je vois qu'il y a une question ici. Des caméras programmées pour reconnaître le nombre de personnes à l'intérieur, vérifier qu'elles ne fraudent pas. Si rien se relie, ah voilà, donc il y a vraiment, voilà, on me donne l'information en plus que au niveau covoiturage, on peut se poser la question comment ça allait pouvoir être vérifié. Eh bien, c'est par caméra et l'analyse des images caméra derrière qui permettent de bien vérifier qu'il y a bien 3 personnes minimum dans la voiture, des voitures qui utilisent la bande de covoiturage. Donc voilà, petite interrogation qui est soulevée. Alors on en est maintenant aux armes. Alors, en tout cas, c'est le dernier sujet qu'on a envie d'aborder aujourd'hui. Ça fait la une de toute la presse ici, enfin toute la presse surtout du soir, puisque c'est une étude qui sort du soir. Ils ont fait une enquête pour voir un peu d'où proviennent les armes qui sont utilisées dans les zones de conflit au Moyen-Orient. Ils se sont rendus compte que nos armes belges sont bel et bien très très présentes, notamment au Yémen, dans le Bahreïn et d'autres pays en conflit. Et donc ça pose quand même une grosse question. Oui, tout à fait. Donc le secteur de l'armement, entre guillemets, en Wallonie particulièrement, représente quelques milliers de personnes, 11 000 pour tout le pays, je pense. Et donc voilà, ça suscite la question de savoir si on confirme ces emplois ou bien si on tend à plutôt prioriser la sécurité des populations en arrêtant tout simplement de vendre ces armes à des pays comme l'Arabie Saoudite, qui est un de nos principaux partenaires et qui lui fait transiter ses armes dans des régions en plein conflit. Et on sait que là, ce sont principalement les civils qui sont victimes de ces armes et non des militaires engagés dans un conflit. Ouais, à fond. Parce que c'est vrai que c'est la grande justification toujours de nos responsables politiques ou de certains responsables politiques, c'est de dire les armes que nous on livre en Arabie Saoudite sont principalement utilisées par les gardes royales pour protéger en fait un peu les fonctions de l'État saoudien, alors que cette enquête elle démontre aujourd'hui que c'est pas vrai. Donc la première des choses c'est d'arrêter de se voiler la face. Il faut se rendre compte de ce que font nos armes, à quoi elles servent et où elles sont utilisées. Dans un second temps, on peut décider si ça nous convient ou ça ne nous convient pas, mais d'abord, il faut l'assumer parce que c'est trop facile de s'inventer des excuses dont tout le monde sait qu'elles ne sont pas vraies. Aujourd'hui, tu l'as dit, 11 000 emplois, 70 entreprises qui sont actives dans le secteur. Et donc c'est vrai que c'est une grande question évidemment, puisque c'est toujours la question de dire ok, si nous on les produit pas et on les livre pas, ils iront les chercher ailleurs. Et alors on n'a plus aucun contrôle, et alors bon. Mais est-ce qu'on doit soutenir ce commerce qui n'est pas éthique finalement ? On sait aussi que ces armes se retrouvent dans des cartels. Certaines armes belges sont privilégiées des cartels mexicains. Elles portent un nom, la Mata Policiat. Je ne sais pas si je le prononce avec le bon accent, mais en tout cas, voilà, ces armes se retrouvent un petit peu partout dans le monde. Et donc, est-ce qu'on doit encore encourager ce type de commerce ? Ou plutôt essayer de diversifier, parce qu'on peut comprendre que le commerce d'armes fonctionne pour d'autres pratiques, dans le divertissement, entre guillemets, pour la chasse, pour ce genre de choses. Mais des armes de guerre doivent-elles être encore fabriquées en Belgique ?
Je suis assez c'est d'accord. délicat. Donc, en tout cas, ma position, elle est à titre personnel, et c'est la position en fait du mouvement des jeunes CDH, mais qui n'est pas partagée par tous les partis. C'est qu'on doit arrêter de vendre des armes à l'Arabie Saoudite et aux quelques pays qu'on estime pas suffisamment de confiance par rapport à l'utilisation qu'ils font de ces armes. Et donc, je sais que c'est un débat compliqué, comme on dit. Il y a les emplois, il y a le côté, ok, mais alors ils iront chercher ailleurs, et donc on est juste des dindons de la farce. Tout ça, ça me bien égal. Moi, je refuse de faire en sorte que de l'argent public en plus, parce que c'est de l'argent public. On est actionnaire de la FNRC, donc c'est de l'argent public qui est investi pour créer des armes qui vont tuer dans des conflits qu'on estime pas légitimes. Et donc, il y a un moment donné, on peut pas toujours se voiler la face. On doit arrêter. Alors, et arrêter de vendre ces armes-là, c'est pas non plus arrêter tout le secteur de l'armement. Tout à fait. Ça nous invite à être un peu plus innovant, peut-être dans la réallocation de ces industries, voir comment est-ce qu'on peut... il y a certaines armes qu'on peut continuer à produire, comme tu le disais très bien, et puis certainement d'autres compétences qu'on peut acquérir. Tout ça, ce sont jamais des opportunités pour faire mieux Et puis, et pour évoluer. au niveau de la transparence aussi, on parvient à obtenir beaucoup de chiffres dans beaucoup de domaines, très détaillés. Et au niveau du commerce d'armes, c'est très sombre, c'est très complexe. Alors ça suscite encore davantage de questions et on se demande pourquoi il y a autant de secrets derrière ce commerce d'armes. Donc voilà, ça c'est pour les armes, donc n'hésitez pas, je vous invite aussi, les spectateurs, vous avez un vrai rôle à jouer dans ce genre de sujet, de dénoncer, de partager, d'aller, je parle pas seulement de cette vidéo aussi, mais d'aller partager les articles qui parlent de ça, de vous indigner, d'écrire à vos représentants politiques que vous connaissez en disant franchement, on espère que ça, vous allez changer dans la prochaine législature pour que on arrête de soutenir ce commerce d'armes. Oui, alors peut-être terminer sur sauf s'il y a encore des questions, mais je vois qu'il n'y a pas beaucoup de questions aujourd'hui. Je sais pas si tout le monde dort ou... non, il y a quand même pas mal de spectateurs, mais peu de commentaires, pas de souci. Il y a encore une étude que je voulais commenter, c'est celle sur la biodiversité. Donc, il y a une grande étude qui est sortie et qui est reprise par plusieurs journaux aujourd'hui, qui est celle de une étude supplémentaire, parce qu'on a déjà eu toute une série, qui démontre en fait la perte très forte qu'on a en termes de biodiversité sur notre planète et le nombre d'espèces en fait qui sont menacées. Ouais. Tu le remarques toi, Gerpine ? Directement le remarquer à Gerpine, c'est difficile, mais c'est sûr qu'on en entend tous les jours parler. Il y a des plans qui ont été dessinés par le passé. Le plan Maya, par exemple, c'est quelque chose de très populaire pour protéger nos abeilles. Je pense que la lutte contre le glyphosate, les pesticides en général, doit être renforcée. On doit aider nos agriculteurs à opérer une certaine transition, on va dire, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il est complexe pour un agriculteur qui fait de la culture... de masse industrielle pour nous nourrir, entendons-nous bien, de passer dans un mode plutôt culture bio. Donc voilà, c'est possible, mais il faut les aider et les encourager à aller de ce côté-là. Par ailleurs, je pense que certaines normes qui ont été prises par le ministre Di Antonio, encore une fois, le zéro plastique à usage unique, c'est des choses qu'on peut saluer, tous ces plastiques qu'on retrouve dans nos mers, dans nos océans. Et puis derrière tout ça, on a quand même une économie circulaire qui tourne autour du recyclage. La Belgique, quand c'est bien, il faut le dire aussi, la Belgique a un très bon élève au niveau du recyclage de plastique, mais il y a encore des efforts à faire. Par exemple, aujourd'hui en Belgique, on autorise encore certains produits à la vente qui ne sont pas recyclables. Je ne sais pas si tu as déjà vu cette espèce de petite bouteille en plastique couverte comme une canette, donc tu as un mélange de plastique et de métal, ça c'est pas du tout recyclable. Aujourd'hui c'est autorisé à la vente en Belgique. Ça devrait pas, de mon point de vue. Ouais, il faut évidemment qu'on puisse tout recycler. Ce qui est aussi impressionnant dans cette étude, c'est de se rendre compte qu'en fait on parle pas que de... on parle pas que... Il n'y a pas que les abeilles. Quoi. Ouais, c'est ça. Et ni d'espèces exotiques, on a toujours l'impression qu'on parle d'extinction d'espèces, on a en tête l'ours blanc sur sa banquise. C'est pas du tout ça, quoi. Non. On est vraiment dans les vers de terre qui disparaissent de nos régions. Donc on s'imagine ce que c'est. Donc avant, quand
on prenait un mode de terre, il y avait en moyenne X vers de terre par volume, quoi. Et là, maintenant, on est à beaucoup moins. Et donc, en fait, si on continue comme ça, ben, bientôt, on n'aura plus de vers de terre du tout. Alors que les vers de terre, c'est essentiel pour aérer la terre, pour nourrir toute une série d'autres espèces. Et donc, si on se rend pas compte, c'est les hérissons, c'est toutes des espèces, en fait, qui font partie de nos vies de tous les jours et qui disparaissent. Un gars me disait hier, un débat électoral, justement, il disait, bah, en fait, quand on était jeune, donc c'est un type de il y a 50, 60 ans, il disait quand on était jeune et qu'on roulait 2 heures sur l'autoroute, on avait le pare-brise noir d'insectes quand on s'arrêtait à la pompe à essence, on mettait de l'essence et on nettoyait la vitre parce que c'était infernal. Aujourd'hui, pour les 2 heures, bon, vous mettez un peu de essuie-glace de temps en temps, mais il n'y a vraiment rien, quoi. Donc, il disait, lui, il se rendait vraiment compte de cet aspect extinction d'espèces qui était en route aujourd'hui, quoi. Donc voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour des grands sujets d'actualité du jour, ou de la semaine. N'hésitez pas encore à nous poser des questions régulièrement, là, des questions qui viennent après le live et on prend le temps d'y répondre. Donc on le fera encore cette fois-ci. Et bonne chance à Julien pour ton élection et surtout aussi pour ta fonction, puisque à partir de vendredi, ton bourgmestre est en congé, ouais. c'est ça? Et donc, tu vas devenir bourgmestre pendant une semaine. Voilà. Donc, voilà. C'est toujours une belle expérience, mais en plus de la campagne, en plus de Regina, c'est chaud. Voilà, ça fait un peu beaucoup, mais voilà. C'est cool. On aime ça, donc voilà. Bon, excellent. Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve la semaine prochaine, mercredi à midi. Ciao.